bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, j'espère que vous allez bien. On commence l'émission avec une question. Un bâtiment, combien de vies? Réponse aux rencontres d'architecture qui sont organisées ce soir au Palais des Congrès. Pour tout nous expliquer, Katia, Tania et Bastien sont nos invités. Le dessin plutôt que les mots. Francesca va à la rencontre de Bati Manfroel. Ils échangeront sur le métier de caricaturiste. Top 3 des plus belles réalisations architecturales avec vous, Francine. Oui. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? C'est votre petite sélection. Oui, moi, Voilà, ça va moyen. Ça va un petit peu mieux qu'hier. C'est une sélection. Ce sont des œuvres qui m'ont touchée et j'avais envie de réagir avec nos nos invités. invités. Et ça tombe bien, ce sont des spécialistes. Autres spécialistes à 13h. Tout beau, tout bio, on démêle le vrai du faux. On va commencer une série sur les produits bio et on va parler aujourd'hui des veaux. Ce n'est pas parce qu'ils broutent en liberté qu'ils sont forcément bio. Si la thématique vous intéresse, vous pouvez réagir en nous appelant au direct au 0800 3x 0900 ou alors en nous écrivant sur Facebook. Vous allez relever les réactions. Tout à fait. J'aurai le poste devant mes yeux et j'attendrai vos petites questions. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Tout de suite, rencontre avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un très beau plateau, très chargé aujourd'hui. Alors on commence les présentations avec Katia, bonjour, qui est assise à côté de moi. Vous êtes la directrice du CAUE, vous êtes également architecte, on verra plus en détail ce qu'est le CAUE. Vous êtes accompagnée de Tania, bonjour Tania. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste et vous arrivez d'Amsterdam. Voilà. Parce que c'est Katia qui vous a invité. Exactement. J'ai répondu tout de suite à son invitation. Alors, on verra plus en détail votre travail. Et enfin, au bout de table, Bastien. Bonjour, Bastien. Bonjour. Vous êtes architecte également. Oui. Et vous, c'est à Ajaccio. Oui, c'est ça. Vous êtes venu de moins loin, du coup. Oui, c'est ça. Vous avez fait plus vite pour arriver. Alors, vous êtes tous là parce que le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Corse du Sud, le fameux CAUE, accueille une exposition de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ça a commencé le 7, ça dure jusqu'au 24 mars. C'est organisé au Palais des Congrès à Ajaccio. L'exposition se tenait à Paris. Alors, comment et pourquoi l'expo est arrivée à Ajaccio ? Alors, comment et pourquoi? Parce que d'abord, j'ai vu cette exposition en 2015 et du moment où je l'ai vue, à partir du moment où je l'ai vue, j'ai été, franchement époustouflée par cette exposition, cette scénographie et la valorisation de cette architecture et de ce patrimoine plutôt fin 19e, début 20e, revisité, transformé. Et je voulais absolument la montrer ici, en Corse, à Ajaccio. Vous êtes une jeune femme passionnée, du coup, vous voilà, voulez la alors partager avec ça les autres. c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont des organismes de conseil, de sensibilisation, d'information. Et dans le cadre de la sensibilisation grand public, ouais. voilà, c'était forcément une exposition qui avait toute sa place ici. Donc du coup, ça me permet d'aller sur la seconde question. Est-ce que c'est plus orienté vers les professionnels ou est-ce que du coup, c'est tout public? Alors c'est absolument tout public. L'idée, c'est que de toute façon, je veux dire, la loi sur l'architecture du 3 janvier 77 qui fonde les CAUE dit que l'architecture est une expression de la culture et la culture, c'est fait pour tous. L'architecture, c'est pareil, c'est pour tous. C'est je veux dire, on y vit tous les jours, on l'investit chaque jour. Donc c'est vraiment une exposition grand public, ouverte à tous, les rencontres également, ouvertes à tous. Alors il faut quelques guides pour vulgariser tout ça, pour nous donner des clés. Absolument, mais les guides, ça va être aujourd'hui, ce soir, à 17h30 au Palais des Congrès, les rencontres d'architecture, mais je vais laisser la parole Ah, Tania ou Bastien, qui veut? C'est parti moi. Amsterdam. Allez, c'est parti pour Tania. Non, effectivement, c'est vrai, je crois que trop souvent, on a tendance à placer l'architecture et l'urbanisme un petit peu comme des disciplines qui sont assez sacralisées, qu'on ne comprend pas toujours. On est certainement responsable d'ailleurs, parce que je pense qu'on a souvent du mal finalement à en parler comme ce que c'est-à-dire au fond essentiellement de l'habitat ou des lieux dans lesquels on va effectivement insérer des lieux de vie, dans lesquels on va avoir des équipements, donc qui intéressent finalement au fond tout le monde. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut en parler très naturellement. Alors, l'objectif de cette exposition, c'est aussi éveiller les consciences, nous questionner sur, renaissance, ou devrais-je dire recyclage, parce que c'est plus d'actualité, d'un bâtiment. C'est quoi le recyclage d'un bâtiment ?
Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on peut voir des bâtiments qui datent peut-être des années 70 ou même plus anciens, qui ont plus de 100 ans, mais qui sont toujours réinventés, réexploités par l'intermédiaire d'un programme et une intervention architecturale. Donc ça pose la question du patrimoine. Qu'est-ce qu'un patrimoine? Est-ce que c'est forcément un patrimoine, une église, comme on pourrait le penser, ou quelque chose qui a un caractère architectural vraiment important, historique, ou tout simplement une friche industrielle qui permettrait une intervention. Et ce qui est intéressant de cette exposition, c'est justement ça, c'est de voir que tout peut devenir patrimoine et que l'intervention architecturale est toujours intéressante et pertinente, liée à un nouveau programme. Donc ça a vocation à être réinventé. Réinventé, et c'est pour ça que bâtiment plusieurs vies, un bâtiment plusieurs vies, c'est parce que forcément, au fil du temps, les couches d'histoire se répètent dans un bâtiment avec de multiples programmes. On repart pas zéro. Voilà. Là où je trouve que c'est aussi intéressant de mettre l'accent, c'est que, effectivement, certes, il y a la transformation des bâtiments, que ce soit d'ailleurs des bâtiments anciens qui peuvent aller du 19e ou 18e ou voire avant jusqu'à des bâtiments du 20e siècle, mais aussi des quartiers. C'est-à-dire qu'on oublie trop finalement au fond que la transformation, elle est aussi parfois sur non pas un bâtiment, mais un ensemble, un quartier, voire quelquefois plusieurs quartiers. Il y a des villes comme par exemple Lisbonne qui ont finalement refait complètement tout leur quartier, leur quartier historique, et qui du coup rentre complètement dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est savoir que ce soit sur un bâtiment ou sur un quartier, tu es d'accord avec moi là-dessus, que ce soit, c'est-à-dire qu'au fond, c'est à un moment donné identifier ce qu'on garde et ce par quoi finalement il va falloir passer si on veut vraiment redonner, renouveler les choses et redonner envie, ce par quoi il va falloir passer par parfois des démolitions, parfois et finalement le voir comme un ensemble. Et ça, je pense que la notion de quartier, elle est éminemment importante, surtout en ce moment, parce qu'elle s'intéresse aussi à des quartiers 60. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver justement au fil de l'expo? Est-ce qu'il y aura des exemples de quartiers réinventés? Absolument. Alors, il y a des exemples et je crois que là, Tania peut en parler puisqu'elle a travaillé sur un quartier, sur un grand ensemble à Bègle. Donc, je pense, je te laisse la parole, c'est plus simple pour que tu parles de ton projet. J'adore quand quelqu'un d'autre parle de mon projet. Ah, toi aussi, du coup, on est beaucoup plus relax. C'est vrai que nous qui sommes amateurs, comment on pense à un architecte justement qui va reprendre, réinventer un quartier sans le dénaturer, on va dire vraiment, sans lui enlever son âme, parce qu'il existe depuis... Oui. Alors, pardon, vas-y. Juste avant que Tania intervienne, je pense que ce soit sur le travail d'un quartier ou sur un bâtiment, c'est l'humain qui est au centre de la réflexion. Et à partir du moment où on pense, je veux dire, à l'humain, je veux dire, c'est-à-dire à nous, de la manière dont on va vivre, évoluer dans ces lieux, que ce soit des espaces urbains ou dans un bâtiment, je veux dire... À ce moment-là, je veux dire, c'est déjà le point de départ, je dirais. Après, je te laisse. Non, tu as entièrement raison. C'est vrai que c'est le point de départ, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce que... Parce que même, je dis même, parce qu'on a souvent tendance, par exemple, en l'occurrence, là, le quartier qui va être présenté à l'exposition, effectivement, un quartier qui maintenant s'appelle les Terre-Neuve, mais qui au départ s'appelait la cité Yves Farge, donc cité des années 60, avec des bars, avec des tours, comme... récemment, on avait travaillé ensemble sur un workshop des Salines. C'est des quartiers comparables, donc avec les mêmes types de bâtiments. Et en même temps, c'est difficile à ce moment-là de s'imaginer, pour certains, que dans ces quartiers-là aussi, il y a une âme. Dans ces quartiers-là aussi, il y a des gens qui, en fait, adorent leur quartier et y trouvent plein de qualités. Et là aussi, effectivement, on s'est se questionner sur surtout pas faire la tabula rasa. Au contraire, se dire bon, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va finalement, quel contrepoint on va apporter pour que finalement, au fond, les habitants qui soient là s'y sentent encore mieux. Et effectivement, tu as raison, ça part de l'humain, ça part des gens. Et puis ça part aussi de l'idée de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour attirer ceux qui n'habitent pas ce quartier-là, parce qu'ils ont tout un tas d'a priori. Et comment est-ce qu'on pourra effectivement influer sur du mieux vivre ensemble. Alors Tania, en quelques mots, est-ce que je peux vous demander de nous parler de ce quartier de Bègle que vous avez restauré pour donner envie à nos téléspectateurs d'aller ce soir à l'expo ?
Alors, qu'est-ce que je vais dire pour donner envie? Non, la première chose, en fait, je crois, c'est déjà, c'est dire ça. En fait, comment expliquer les choses? Souvent, ces quartiers-là étaient conçus dans les années 60, se trouvaient à l'époque sur les périphéries. On le voit bien, les villes grandissent. Ces quartiers qui étaient au départ en périphérie se trouvent souvent finalement, bon, plus ou moins, il y a certains qui sont vraiment à la périphérie et sur lesquels il faut vraiment travailler encore plus. Mais beaucoup d'entre eux se retrouvent, c'est le cas des Salines d'ailleurs, se retrouvent finalement en place centre-ville, ou en tout cas en articulation avec des centres plus historiques et des centres. Donc, au lieu, finalement, au fond, de les penser en enclave, la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir les intégrer, comment est-ce qu'on va pouvoir désengorger les choses, comment est-ce qu'on va pouvoir, finalement, amener... alors, ça passe, pour moi, ça passe souvent par la programmation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va amener en programmation, c'est un terme, voilà. Ça y est, on repart tout de suite dans le jargon architectural. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va mettre comme activité, par exemple, comme comment dire, je trouve pas d'autres termes. Comment on anime culturel, par exemple, ou autre, ou qu'est-ce qu'on va apporter aussi, qu'est-ce que dans des quartiers qui sont souvent dominantes logements sociaux très très fortes. Il est évident qu'on n'a pas besoin de ramener le logement social. Par contre, il va falloir essayer de ramener plutôt du logement en accession. Qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir comme logement en accession qu'on ne va pas trouver ailleurs? En fait, c'est réfléchir à tout ça pour attirer, en fait. Quelle est la réponse que vous avez donnée, vous, à ce lieu? Eh bien, on a travaillé effectivement sur déjà apporter donc des programmes qui n'existaient pas sur des commerces, travailler sur les rez-de-chaussée. Ça, c'est une chose très simple. Très souvent, les rez-de-chaussée sont occupés soit par les caves, hein, c'est vrai, soit souvent par des logements parfois. Voilà. Le rapport au sol est souvent compliqué en fait dans ces quartiers-là parce que ils réfléchissaient pas. Voilà. Donc, pas qu'on peut et en plus de ça, très vite, ça crée aussi des zones, des endroits qui sont insécures, non, qui peuvent être aussi synonymes d'insécurité et non attractifs. Alors que de retravailler ces rez-de-chaussée avec des programmes, avec des choses qui se passent, avec des commerces, avec des activités, avec de l'associatif, avec de la vie, tout à coup, ça fait vivre aussi l'espace entre les deux. Ça crée une dynamique, en fait. Et alors, pour ce travail de restauration, vous avez reçu le prix de la femme architecte dans la catégorie œuvre originale. Oui. Waouh, félicitations. Bravo. Merci. Toutes nos félicitations. Alors, avant de voir plus en détail comment vous concevez la transformation en tant qu'architecte, on va marquer une pause pour gagner des cadeaux avec vous, Francine, et votre énigme du jour. Allora, oggi se io gado un'indovinella. Bisogna trovare un personaggio che ha marcato un tempo, una storia, non solo in corso, ma in un mondo usano. Allora, sta da sante. Sona da guagasada Ramolino. Ha avuto 8 violi, mentre che uno fu l'imperatore o mondo. Quando in 1793 Agorsica fu data all'Inghilterra, sono scappata in Marsiglia con 3 di violi. Oggi puoi visitare mo casa a casa di Madame Mère. Allora, quale so? Se avete la risposta, chiamate Giburu a 0800 00 900. Da vince oggi 2 piazze per la bellezza di teatro Colas. C'est une affaire qui a été adaptée donc, au théâtre. UNR 31 di marzo, a Spazio Diamante in Ajaccio. Ringraziamo lo Spazio Diamante in Ajaccio. Qui vous offre ces places? E ci regala, c'è una collaborazione con il nostro canale France 3 Corse Via Stella e di noi su ischetto dell'amico Pierre Gambin. Ecco, Borghesi, che Bob Wade avere 2 isere di noi a Spazio Diamante in Ajaccio. Alors, ma chère Francine, vous avez décidé d'interpeller nos invités sur votre sélection à vous en matière architecturale. J'attends vos réactions, messieurs, dames. Donc, a giurare appena per voi un Mediterraneo, siamo stati nel Mediterraneo, per trovare qualche perle dell'architettura e mi sono scansata prima in Spagna, più esattamente in Barcellona, per parlare dell'opera dell'architetto che ha stampato di sorta da questo stile di un modernismo. L'avete capito, Antoni Gaudi. Donc, il est le principal représentant du modernisme. Nous allons voir une palette de ce que
représente le modernisme dans cette ville. C'est un mouvement artistique qui se manifeste en Catalogne à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc qui est répandu ensuite dans plusieurs villes en Europe. C'est très particulier. Oui, très particulier. Il est diplômé donc de l'école d'architecture de Barcelone. Il a développé un style très original. Il a eu des commandes pour des gens, des familles riches barcelonaises. Donc, comme par exemple le palais Güell, je ne sais pas si vous l'avez vu, s'il est à défiler, non pas encore. Donc il y a le palais Güell et encore à Casa Batlló. Donc je suis revenue un petit peu sur cette maison. La toiture qui est recouverte de grandes écailles, on dirait l'échine d'un dragon. C'est vrai, Gaudi a soigné la façade, on dirait presque un parc d'attractions pour enfants. C'est très ludique, je trouve. Donc il a soigné cette façade, il a mis des baies vitrées ovales, des colonnes en forme d'os et des balcons qui évoquent pour certains des masques et pour d'autres des chauves-souris, à chacun son regard. Donc il a pris soin de recouvrir la façade avec des disques de céramique. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette œuvre? Aujourd'hui, c'est parti. Si vous voulez, il a marqué quand même une ville par son intervention. Il a quand même réinterprété des actions qui étaient faites par les architectes à l'époque, mais en les surexploitant. C'est-à-dire que l'ornementation à l'époque était souvent des corniches, des façades, il y avait toujours des petits liserés. Lui, il a surdéveloppé, voilà. Et toujours en essayant de travailler l'organique, en fait. Oui, il était très imprégné par les éléments naturels, c'est ce qu'il voulait réinsérer là-dedans. Il a entrepris aussi des travaux de la Sagrada Familia, donc qui a pris les 8 dernières années de sa vie. Il n'a malheureusement pas pu y finir. À sa mort, il y avait la crypte qui avait été réalisée, mais... Voilà, vous voyez ce que c'est la Sagrada Familia. Donc, elle n'est toujours pas achevée, cette œuvre. Est-ce que vous pensez que qu'on verra la fin un jour? Vous pensez que ça sera possible? Moi, je sais Est-ce pas. que c'est nécessaire? Voilà, j'allais poser une question, j'allais dire la même chose. Voilà, tu vois. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Donc, ensuite, quand même appena ai paesi, ci avviciniamo e passiamo dunque all'Italia con un'architettura più moderna. Ha scelto un'opera di Zaha Hadid, che voi gusti in télévision. Il est né in Bagdad en 1950. Donc c'est à Rome que l'architecte a réalisé le projet du Musée national des arts du 21e siècle. Maxi, regardez ça. Il y a une vue d'ensemble. Donc il a vu le jour en 2010 et c'est un projet audacieux dans une ville comme Rome. Donc pour l'anecdote, le projet de l'architecte a été retenu parmi 15 dossiers en seconde phase en 1999. Donc le bâtiment est d'une surface de 27 000 mètres carrés, c'est énorme. C'est pas mal pour un appart. Regardez ça. Il s'élève à un coût de 150 millions d'euros. Et soulignons quand même qu'elle a obtenu grâce à ce projet le prix Stirling et aussi que Zaha, excusez-moi, a été la seule femme à obtenir le très prestigieux prix Pritzker, qui est considéré comme le Nobel de l'architecture. Pritzker, pardon. Non, je l'ai mal noté, excusez-moi. Donc, alors, vous savez que c'est très futuriste. Justement, et c'est audacieux quand on pense que ça a été installé à Rome avec l'architecture que ça a, l'histoire que ça a. Justement, c'est pour ça tout à l'heure la question comment on visualise un projet quand on a une telle empreinte. Donc, c'est à son avis. envie de répondre. Mais justement, parce qu'à son inauguration, ça a été très controversé, ces travaux. On lui a reproché... en fait, je vais vous dire ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir privilégié les effets architecturaux et le gigantisme par rapport à la possibilité de mise en valeur des œuvres. Donc, vous avez quand même une épée de Damoclès, les architectes, quand on fait appel à vous. Ah, ça, c'est évident, je pense, qu'effectivement, que c'est pas facile et de se montrer d'une certaine manière aussi, de se dévoiler quand même, c'est pas simple. En revanche, je pense que ce bâtiment me fait penser un petit peu à celui au musée Guggenheim de Bilbao, un peu de Franco Gehry, que j'adore. Et là aussi, le rapport à quelque chose de plus traditionnel et de très contemporain. C'est quand même assez imposant quand on voit la surface. C'est quand même. Mais c'est en relation. C'est en relation avec tout son travail en fait, parce qu'il faut savoir que Zaha Hadid sort d'un courant et a quand même inspiré beaucoup d'architectes de notre époque. Et ça s'appelle le déconstructivisme, c'est-à-dire qu'ils sont partis du principe, elle est partie du principe que la notion, bon, ça a un peu un rapport à ce que nous faisons, la notion de territoire devait parfois disparaître pour laisser place à l'intervention architecturale.
pas en le faisant disparaître complètement, en le démolissant, mais souvent en faisant un geste fort pour redonner du sens à cet environnement. Vous voulez dire quelque chose? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que l'architecture, c'est vrai que c'est un acte un peu particulier parce qu'on est à la fois, on répond à un programme, en l'occurrence ici un musée, avec effectivement des œuvres qu'il faut mettre en valeur, mais aussi on est dans une enveloppe extérieure qui bien sûr réagit avec tout le contexte aux alentours. Donc très souvent, quelque part, il y a deux grandes familles, on va dire, si on simplifie au maximum là pour le coup. On adore ça. On peut soit s'inscrire complètement dans le patrimoine, mais cette fois avec le risque qu'on connaît sur plusieurs musées, je ne les citerai pas par déontologie, mais qui finalement finissent par faire du pastiche. Soit on s'inscrit dans son temps, et donc au XXIe siècle, et on fait effectivement une œuvre qui réagit effectivement au contexte. Et je trouve que là, je te rejoins, c'est qu'en plus, quelque part, on permet au contexte d'être encore plus valorisé. C'est-à-dire que c'est une relation en synergie. On a déjà à 12h25 un avant-goût des tables rondes qui vont être organisées ce soir au Palais des Congrès. Hein. Alors, je suis obligée de vous couper pour marquer une petite pause et prendre rendez-vous ce soir aussi, mais sur Viastel. Oui, tout à fait. Allora, stasera a Canale abbiamo un appuntamento a 8h35 10h con les carnets de Méditerranée. Méditerranée, le patrimoine, la cible du terrorisme. Presentato da Thierry Pardi, che riceverà Roland Defendini, che è esperto di l'UNESCO per il patrimonio mediterraneo, e di noi Philippe Bergola, cerca ora al CNRS in archeologia. Insieme parleranno di patrimonio mediterraneo, che è in pericolo andandosene di male per via di assalti di terroristi di Daesh e di noi per via di un tempo che passa. Chi fa per proteggere e restaurare la sobera mediterranea sarà l'andatura di suo dibattito trasperti. Ça, c'est peut-être même une question qu'on pourrait vous poser ce soir aux tables rondes, hein, le devenir et comment préserver les lieux. Alors là, pour le coup, c'est du patrimoine historique, hein, pour ce qui s'agit du sujet de Méditerranée. Francine, est-ce que je peux vous demander si demain, il va faire beau? Ah, la grande question. Il va faire beau, certainement. Oui, on s'approche de... Alors, réponse avec le récap météo, c'est parti. On pourrait ne pas y croire parce qu'on a quand même un ciel un petit peu voilé, mais où est le tempo? C'è oggi di noi, si avvicina o erano e qualche luce che passeranno di mattinata, ma lasceranno piazza a sole subito. Un trattulelo di vento che viene dal Levante e nord Levante, a ogni estremità dell'isola e in Balagna soffiando tra 20 e 30 km all'ora e temperature saranno dolci tra 16 e 19 gradi. Allora, se così dai Bart di Gorti, stasera a 6h30, al Centro Culturale Universitario, vi sarà presentata una bellezza di teatro, Neige, tirata da un romanzo di Maxence Fermin et messa in scène da Zozo Sousini. Qui n'a donc rien à voir avec la météo. Hein. Tout à fait. D'accord. Alors, je le disais, dans un second temps, après l'expo, il y a l'organisation des tables rondes. Donc c'est ce soir, vers 17h. 17h30, oui. De quoi est-ce que vous allez parler ? Alors, de quoi va-t-on parler? Le support, c'est l'exposition Un bâtiment combien de vie, la transformation comme acte de création. Donc, on va parler de création architecturale, d'architecture, de lieux de vie et d'espace. Et donc, on a 5 intervenants qui, si je ne me trompe pas, je vais peut-être rappeler Carles Liop, qui est architecte urbaniste catalan, qui est en train d'arriver à Ajaccio et qui sera là ce soir. Tania Conco, qui est là sur le plateau. Bastien Casasoprane et Luce Pozzodibor, qui est là avec nous, qui ont l'agence Capo Architecture. Et également Julien Casalt et Pascal de Zerbe,
c'est l'atelier CGZ Architecture, que je ne me trompe pas, qui sont installés à Bastia. Et les tables rondes seront animées par Francis Rambert, qui est le commissaire de l'exposition et qui arrive de Paris. Alors, des architectes locaux... Oui, pardon, excusez-moi, non, quelque un. chose de très grave, oui, j'ai oublié. Oh là là. J'en ai oublié un. Encore heureux, c'est Julien Chopin, qui va parler de ce recyclage. Ah bah voilà, on salue Julien, qui sera donc là ce soir. L'idée, c'est d'avoir des architectes locaux, puis des architectes qui viennent de l'extérieur. Pourquoi? Pour croiser les regards, parce que vous n'avez pas la même conception de l'architecture, ou l'architecture, finalement, est universelle? L'architecture, selon les régions et selon les lieux, on l'aborde différemment, mais en tout cas, le travail est sensiblement le même pour tous les architectes. C'est une analyse, l'humain, comme disait Katia tout à l'heure, c'est le contexte, c'est ça. Et la réponse, elle est toujours liée au lieu, elle n'est jamais liée à une quelconque approche. Voilà, c'est toujours le lieu qui prime. Alors, est-ce que l'idée, c'est d'interpeller aussi le grand public pour savoir ce que les gens pensent des réalisations que vous allez mettre en avant, ou pas forcément? Pas forcément, je veux dire, de savoir ce qu'ils pensent, ou même si c'est intéressant, mais en tout cas de les sensibiliser. Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est plutôt qu'il y a un dialogue, c'est plutôt dans l'échange. Faire comprendre et vulgariser. Voilà, absolument, oui, c'est faire comprendre, vulgariser, et puis surtout dire que ça intéresse tout le monde, et que c'est pas seulement réservé aux professionnels et aux architectes. Et ça me semble important, essentiel, parce que les gens ont un peu d'appréhension parfois en disant non, mais c'est pas ma partie, je connais sais pas, je connais pas. Donc voilà, il reste en retrait. Que tout le monde doit s'approprier les lieux et l'architecture. Alors ce sera le mot de la fin. On rappelle, c'est ce soir à 17h au Palais des Congrès. Est-ce que c'est ouvert à tous ou est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, absolument pas. C'est ouvert à tous et on vous attend nombreux. Eh ben, très bien. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer, nous donner un avant-goût sur le plateau d'INSEM. Vous ne bougez pas, Francine. On va se retrouver à 13h. On va parler d'autre chose. On va démêler le vrai du faux sur le bio. Et oui, ce n'est pas parce qu'il broute en liberté que tous les veaux sont bio en Corse. Mais ça, ce sera tout à l'heure avec nos experts, après le journal de 13h. À tout à l'heure.